On va aborder une autre problématique. C'est une innovation majeure au service de la greffe. On va retourner vers l'univers marin. C'est Thierry tout à l'heure qui faisait une allusion à une de vos solutions, une de vos applications qui concernait une algue. Là, c'est un ver marin qui est au cœur de la success story d'Emarina. C'est Franck Zal, qui est le directeur scientifique et le fondateur, le PDG d'Emarina, qui va venir nous en parler. Bonjour Franck, bienvenue. Alors, Emarina, c'est une entreprise qui a été couronnée, start-up de l'année, excusez du peu, l'an passé, en 2018. Je le fais très court, mais à la manière d'un profane. Vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, ce qui peut m'arriver assez régulièrement. Vous développez un substitut sanguin à partir d'un ver marin, le ver arénicole. Est-ce que vous pourriez nous faire le pitch de votre projet? Comment est-ce que vous envisagez de changer la vie des patients qui vont pouvoir bénéficier des solutions que vous développez? Alors déjà, merci pour cette invitation. Donc, en fait, moi, j'ai été dans cette université. Alors, pas Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université maintenant. Et en fait, j'ai fait un DEA d'océanographie. Je suis à la station biologique de Roscoff et je m'intéressais en fait à l'écophysiologie marine, essayer de comprendre comment des vers marins colonisent des milieux extrêmes. J'avais deux environnements, les sources hydrothermales profondes, où j'ai eu la chance de plonger en fait, au fond du Pacifique. Et en fait, il me fallait un organisme de référence qui était l'arénicole, le ver, le buzuc, comme on l'appelle chez nous en Bretagne. Et juste la question de recherche fondamentale qui était posée, c'est comment ça marche, comment ça respire entre la marée haute et la marée basse. Et donc, il n'y avait rien du tout d'innovation, rien du tout d'innovant en tant que tel. Et puis finalement, en travaillant sur le pigment respiratoire de cet animal, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges, qui était une hémoglobine extracellulaire avec toutes les caractéristiques très très semblables à l'hémoglobine humaine, mais sans les contraintes en fait, du typage sanguin, sans les contraintes de l'encapsulation. Et aujourd'hui, on développe cette molécule dans différentes applications. Alors, je ne parle pas de substitut sanguin, moi je parle de transporteur d'oxygène thérapeutique. Et aujourd'hui, on développe ce produit-là, alors qui a déjà démontré son efficacité sur la greffe. En fait, vous savez, la greffe, c'est un problème de santé publique, c'est une course contre la montre. Un cœur, quand on le déconnecte chez le donneur, c'est à peu près 4 heures où on va le greffer chez le receveur. Nous, on donne du temps aux chirurgiens en oxygénant les greffons en fait, physiologiquement dans les solutions de préservation de greffons. On développe également des pansements oxygénants, donc notamment des plaies hypoxiques que l'on va trouver chez les diabétiques, chez les personnes qui souffrent d'escarres, etc. Et bien évidemment, on utilise également ce produit-là dans tout ce qui est maladie de type ischémique ou anémique, drépanocytose, AVC, ischémie, en fait, infarctus du myocarde. Alors revenons un petit peu sur votre parcours plus personnel. Vous le rappeliez, vous revenez sur le lieu de vos exploits, vous avez soutenu votre thèse dans cette grande et belle maison. Vous êtes ensuite parti à la station de Roscoff, qui est une double bannière Sorbonne CNRS. Comment est-ce qu'ensuite, petit à petit, vous avez glissé du domaine de la recherche pure, parce que ça reste un projet de chercheur, Marina, vers une expérience d'entrepreneur? Et comment est-ce que vous avez aussi vaincu un certain nombre de réticences? On se connaît un petit peu. Je crois que même dans le monde des enseignants-chercheurs, tout le monde n'a pas cru tout de suite à votre projet, on va dire. Non, mais je pense qu'on a raconté pas mal de choses ici avec les deux intervenants d'avant. Mais en fait, donc, ça a commencé en fait dans un samedi matin. Je me fais inviter dans un congrès de médecins. Donc moi, j'étais biologiste marin. Je me retrouve dans un hôpital parisien pour parler de mon pigment respiratoire. Et je me dis, soit ils m'ont invité pour faire le prélude en fait, ou faire en fait, amuser en fait, les médecins de l'amphi, soit j'étais invité comme un con dans un dîner de cons. Et finalement, c'est un petit déjeuner de cons, mais ça revient même. À la fin de mon intervention, je vois des médecins descendre et ils me disent, mais c'est pas possible, on cherche ça depuis plus de 40 ans. Et moi, naïvement, je dis, bah ouais, puis il y en a plein sur les plages. Et donc, en fait, je retourne en fait à mon laboratoire. Les buzucs en Bretagne, on connaît, oui, effectivement. Oui. Et puis là, on me dit, ah non, toi, tu es un chercheur de recherche fondamentale, toi, tu fais ta thèse, puisque j'étais encore doctorant à cette époque-là, et puis après, on le donnera à un industriel. En fait, il y avait deux mondes, le monde de la recherche fondamentale et le monde de l'industrie. Et là, je pense qu'on m'avait planté la graine de la frustration. Donc je pars. Ne frustrez pas Franck Zal, si j'ai un conseil à vous donner. Je pars en fait comme tous les doctorants en postdoc, et puis finalement je reviens en fait, j'intègre le CNRS. Et je crois que la première semaine, je vais purifier des stocks d'hémoglobine et je vais tester en fait l'efficacité de ce produit-là. Et puis finalement, entre 1999 et 2007, j'apporte des preuves de concept. Et puis 2007, je décide de démissionner du CNRS et de passer à ma start-up Emarina, en connaissant absolument rien en fait à la création d'entreprises. Et je rencontre sur mon chemin une personne qui m'a aidé, qui s'appelle Patrick Franchet, je le nomme à chaque fois, un commissaire aux comptes qui avait créé en fait, le premier réseau de business angel dans le Finistère Angel. Et il me dit, tu sais, tu as un doctorat, tu n'es pas plus con qu'un autre, je vais t'apprendre la finance. Et donc pendant 6 mois, il passe 6 mois avec moi et il m'apprend à lire un compte de résultats, à faire un bilan, à écrire un business plan.
et j'apprends à ses côtés. Alors, cela étant, même si quand vous le racontez comme ça, tout a l'air simple et fluide, étudiant, chercheur innovateur et ensuite entrepreneur, pendant longtemps, ça n'a pas été très simple en France. Hein. Voilà. Non. Les vieux crabes de l'accompagnement des entreprises comme moi, on le sait ô combien. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, faites un peu de prosélytisme à destination des gens qui sont dans la salle. Pourquoi c'est plus facile aujourd'hui ? Pourquoi on peut effectivement souscrire au discours de Thierry Poinard qui dit allez-y ? Je pense qu'on a pris conscience que le mur de Berlin qui existait entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée devait tomber. Et donc ce monde où en fait les chercheurs, et je l'ai entendu tout à l'heure, un chercheur en blouse blanche qui est loi blanche, qui doit faire uniquement faire de la connaissance, apporter de la connaissance, ne devait pas travailler avec la recherche appliquée, ça je pense que c'est tombé. Et je pense que j'ai entendu aussi ici qu'il n'existait pas avant de cellules de valorisation. Maintenant tout ça, je pense que c'est entré en fait dans les mœurs. Je me souviens en fait des dernières commissions à ERS que j'ai passées quand j'étais au CNRS. On me disait surtout tu ne parles pas de tes brevets, parce que c'est pas très très bien. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, les brevets sont mis en avant comme des publications, etc. Donc je pense que tout ça, c'est un peu derrière nous. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est quand même derrière nous. Et comment est-ce que vous avez géré, je me permets cette petite incise, un facteur qui est en particulier dans la culture française, vous savez, c'est la culture française, c'est la culture du ça ne marchera jamais. Il y a quand même une incrédulité. Oui, il y en a déjà eu dans votre milieu, des enseignants-chercheurs au départ. Pour ne rien vous cacher, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que ça ne remettra pas en cause l'amitié qui nous lie. Quand j'ai lu le descriptif du projet, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'imagine ne pas avoir été le seul. Comment est-ce que vous avez surmonté ça ? Je me souviens, la première ANR que j'ai déposée, c'était trop beau pour être vrai. Et donc, bon, ça fait 12 ans qu'on est là et on développe. Mais ça, c'est normal, en fait. Dans chaque innovation de rupture, ça passe par 3 phases. La première phase, on vous prend pour un abruti. Vous êtes un abruti de service, mais tu vas soigner des gens avec un ver marin. Et vous imaginez en fait la différence entre médecine et ver marin sur la plage. Donc, pendant 4 ans, on est un abruti de service, mais il faut tenir. En plus, ça vient de Bretagne, donc c'est voilà. Plus Ensuite, en fait, c'est dangereux. Ça devient dangereux parce qu'il s'accroche, il va vraiment nous envoyer du sang d'arénicole dans la circulation sanguine. Mais c'est super dangereux. Et donc ça, c'est l'ANSM, toute la réglementation. Quand j'allais voir la NSM, je leur disais, bah voilà, je vais faire ça avec l'arénicole. Et ils me disent, mais on n'a pas de formulaire pour l'arénicole. Je dis, bah non, on va l'écrire ensemble. Donc 4 ans, c'était dangereux. Puis maintenant, les gens viennent me dire, mais j'y avais pensé avant toi. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment le stade. En fait, c'est très confraternel, hein, finalement, comme milieu. Et je pense que tous ceux qui ont fait de l'innovation de rupture passent par ces 3 phases. Alors, un point important, quand on veut, comme ça, mener un projet innovant dans la durée, c'est que les cycles de développement sont longs, tout particulièrement. Ça ne correspond pas tout à fait aux temporalités, qu'elles soient administratives, financières. Ça suppose d'avoir une gestion assez fine de tout ça, notamment quand il y a, j'imagine qu'ils sont nombreux, des mécanismes de certification, d'autorisation, bien évidemment, à franchir. Vous en êtes où ? Et puis, voilà, hors antenne, on s'est vu récemment, vous m'avez raconté justement comment, à quel point, y compris dans la gestion de trésorerie, dans la gestion des fonds que vous pouvez lever, vous avez une approche très très fine de tout ça. Oui, bien sûr, il faut piloter, hein, c'est une entreprise, ça se pilote, je dirais, c'est comme vous, hein, vous avez un compte en banque, vous ne dépensez pas plus que vous avez, sinon vous êtes à découvert. Ne me lancez pas sur ce genre de sujet. Donc en fait, on gère une entreprise en bon père de famille, sans flamber, en faisant chaque euro, c'est pour faire une expérience, etc. Après, vous avez parlé de réglementation, c'est exactement ça. Quand j'ai vu le logiciel, là, je me dis, tiens, c'est un dispositif médical. Donc en fait, moi, j'ai connu 4 réglementations différentes pour le même produit depuis 2007. Donc à chaque fois, il faut s'adapter. Et aujourd'hui, en fait, moi, je lance un appel parce qu'en fait, j'en ai discuté pas mal avec des politiques. Aujourd'hui, il y a un problème majeur sur les dispositifs médicaux. Et ceux qui développent des dispositifs médicaux dans la salle le savent, c'est qu'il y a eu une nouvelle réglementation qui s'appelle la MDR. Alors, je ne vais pas faire de la technique, mais c'est quelque chose qui demande en fait que tous les dispositifs médicaux qui sont aujourd'hui utilisés en fait au niveau européen doivent être recertifiés. En 2012, il y avait 87 organismes notifiés qui permettaient de donner cette certification. Aujourd'hui, ils ne sont que 4, avec aucun organisme notifié en France. Donc vous imaginez le goulot d'étranglement qu'il y a au niveau en fait, de ces marquages, en fait, ce qu'on appelle les marquages CE, pour ces dispositifs médicaux. Très concrètement, pour une activité comme la vôtre, vous me l'avez dit récemment, ça veut dire un allongement de délai de quelle proportion ? Là, aujourd'hui, ça fait, en fait, quand tout est fini, en fait, nous, ça va faire maintenant 24 mois qu'on attend un marquage CE alors que les audits de certification sont passés, les dossiers ont été validés, on attend juste un petit numéro pour mettre sur une boîte pour pouvoir vendre notre produit. Il faut mieux ne pas avoir cramé les fonds qu'on a levés trop vite pour parvenir à tout ça. Ouais. Et malgré tout,
Pas de fléchissement dans votre détermination. Non, pas de fléchissement. Donc, je pense que, et on a parlé tout à l'heure, en fait, il faut rien lâcher. Il faut continuer, croire à son projet. Je pense que quand on lâche, on perd, donc on rate, etc. Donc aujourd'hui, je m'accroche, on avance. On est extrêmement sollicité par le domaine financier, par l'industrie qui veut nous racheter, par des IPO potentiels. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le trend en fait de la croissance d'une société comme la nôtre. Et si j'avais en tout cas un conseil à donner, parce que moi j'ai été en fait aussi dans cette université, c'est en fait de ne pas avoir peur de se lancer. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais on ne le dit jamais assez. Donc vous pouvez... Ouais, mais voilà, donc c'est n'ayez pas peur. De toute façon, vous risquez rien. Aujourd'hui, en fait, en plus, il y a des lois sur l'innovation. Si vous ratez, vous y retournez. Donc il n'y a aucun risque d'essayer. Vous savez, ma philosophie à moi, c'est que sur le chemin de la vie, donc on ne choisit pas son destin, mais on choisit les chemins qui y mènent. Et finalement, dans cette salle, c'est un message positif, on va tous mourir à la fin. Donc finalement, de rater par rapport à on va tous mourir, on risque pas grand-chose d'essayer. Ça me fait penser à une autre, je vous avais promis des citations à 2 €. Churchill définissait ainsi la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Exactement. Donc voilà, à partir de là, tout est possible. Voilà. Merci mon cher Franck.